Merci beaucoup d'être avec nous. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner ces clés si précieuses pour comprendre comment épargner plus et sans effort. Car non, c'est pas impossible. Je suis accompagnée aujourd'hui de Thomas de Papizzi. Bonjour Thomas. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, je suis le fondateur de Papizzi, l'épargne retraite nouvelle génération, qui est un plan d'épargne retraite que j'ai conçu en 2020 et qu'on a mis sur le marché en 2022, janvier 2022, avec pour objectif un slogan assez simple qui est de dire il faut sauver vos retraites et pour sauver vos retraites, il faut sauver sa planète. Je suis avant d'avoir conçu et d'avoir créé Papizzi, j'étais un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Aix-en-Provence pendant plus de 18 ans et j'ai cédé mon cabinet pour vraiment me concentrer à 100% sur ce projet entrepreneurial qui me tenait cher pour que je puisse essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice du monde de demain. Et c'est important pour moi parce que j'ai 3 enfants jeunes et c'est important que j'entreprenne dans ce milieu-là. Voilà un peu dans les grandes lignes qui je suis et ce qu'est Papizzi. Super, merci Thomas. De mon côté, pour me présenter également, je suis Raphaël, directrice de marque chez Bankin. Nous, chez Bankin, notre mission, c'est d'aider les Français à mieux gérer leur budget au quotidien, leur argent. Avec ça, on a des outils, des fonctionnalités, on a des contenus engageants et on travaille autour des thèmes du budget, des dépenses au quotidien, des factures, des crédits des projets et de l'épargne, évidemment. On va parcourir durant 30 minutes environ en échange avec Thomas les manières de pouvoir augmenter votre épargne, tout ça avec des outils. Donc, ça va être une première partie que je vais vous présenter et ensuite suivi de stratégies simples mais efficaces que vous allez découvrir et on aura un temps dédié aux questions-réponses. Pour parler d'épargne, il faut d'abord qu'on parle de budget. C'est là où Bankin a un peu plus sa place. Un budget, qu'est-ce que c'est? Un budget, ce sont des revenus associés à des dépenses. La règle du 50-30-20, c'est la sénatrice Elizabeth Warren qui l'a théorisé. C'est un élément qui est puissant parce qu'il est très facile à mémoriser, quoique un peu simpliste, mais on en reparlera après, et qui permet en fait de définir par rapport à ses revenus un objectif de dépenses essentielles, un objectif de dépenses plaisir et un objectif d'épargne à se fixer. Alors, pourquoi se fixer un objectif? Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, se fixer un objectif, c'est aussi beaucoup plus motivant. Cette règle des 50-30-20, donc nous aujourd'hui on va parler surtout de l'épargne. Est-ce que c'est une réalité? Alors, on va s'intéresser au marché français. En l'occurrence, pas forcément, mais ça vous donne déjà un élément à retenir pour vous guider un peu dans vos prises de décision. La réalité en France, c'est plutôt que les moins de 30 ans épargnent en moyenne 10% de leurs revenus. Vers 50 ans, on est plutôt autour de 18%. Et après 70 ans, on atteint même jusqu'à 25%. Donc, ça montre bien que l'épargne progresse avec l'âge. Mais si on peut augmenter cette part un peu plus tôt, c'est quand même encore mieux. Donc, l'idée, c'est de construire un matelas de sécurité le plus vite possible. Alors, cette règle du coup des 50-30-20, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la jette? En vérité, on va l'adapter à votre situation. Et pour ça, du côté de Bankin, on a des outils donc qu'on va vous présenter qui vous permettent de suivre et fixer ces objectifs pour nos fameuses 3 catégories. Alors pour ceux qui, d'ailleurs je serais curieuse dans le chat pour le coup, de voir s'il y en a qui ont déjà utilisé la fonctionnalité, mais on a la répartition des dépenses qui est déjà calculée pour vous en fonction des dépenses qui ont déjà été, qui sont passées et en plus historisées depuis le début de l'année. Donc vous pouvez déjà voir sur l'app vos
dépenses essentielles, la part de vos dépenses essentielles, la part de vos dépenses plaisir et de votre épargne, sachant également qu'on a rajouté la catégorie extra imprévu parce que parfois ça arrive, on en a, et du coup ça vous permet aussi de mieux visualiser où en sont vos dépenses. Ça vous permettra de savoir combien en épargne vous avez globalement fait sur les derniers mois. Cette fonctionnalité, elle va vous servir après pour définir aussi votre objectif. Elle se trouve sur la page compte en bas dans la rubrique outils. Si vous avez des transactions qui sont à recatégoriser, et en fait ça se recatégorise hyper facilement, donc vous aurez une vue beaucoup plus rapide aussi de votre budget dans ces 3 parts-là en fait. Sébastien qui s'en sert activement depuis 2 mois, on en est ravis. Il y a aussi un autre outil qui va vous permettre de définir votre objectif, il s'appelle objectif d'épargne. Et là, dedans, vous allez justement pouvoir, en fonction de ce que vous aurez regardé dans répartition des dépenses, définir votre objectif d'épargne et choisir votre propre répartition. Ce 50-30-20, peut-être qu'il ne vous correspond pas du tout. Donc, dans objectif d'épargne, vous allez pouvoir soit définir votre montant d'épargne, soit choisir l'une des répartitions qui sont proposées. Donc, comme ça vous permettra de fixer votre objectif et Bankin vous dit au fil du mois où vous en êtes. Bon, on a défini notre objectif. Dans quel ordre maintenant où on va placer cet argent ? Nous, on va se concentrer avec Bankin, et après, comme ça, je laisserai la main à Thomas, sur la base de la pyramide. Cette pyramide de l'épargne, c'est un élément, un outil aussi qui permet, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de savoir dans quel ordre procéder, ou vérifier aussi où on en est. La base de la pyramide, c'est l'épargne de précaution. Cette épargne de précaution, elle est absolument vitale. C'est justement le montant que vous devez avoir sur des livrets réglementés, donc livret A, LDDS, donc livret de développement durable et solidaire, LEP. Ces montants-là, en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont accessibles à n'importe quel moment, donc pas d'imposition, et c'est vraiment l'argent, donc entre 3 et 6 mois de vos revenus, qui doit y être selon votre situation. Et là, pareil, dans Bankin, vous avez dans la fonctionnalité objectif la possibilité de savoir, en fonction de votre situation, suite à un questionnaire, combien vous devriez mettre. Est-ce que vous avez des enfants à charge ou pas, etc. Donc, cette épargne de précaution, vraiment, elle est essentielle. C'est vraiment la base. Si vous n'avez pas encore ces 3 à 6 mois de revenus, nous, on vous conseillera toujours de d'abord atteindre cette épargne de précaution et après, on passe à l'étape de l'épargne sécurisée pour être sûr qu'en cas de pépin, vous ayez de quoi voir venir. L'épargne sécurisée, là, en fait, elle est sur la zone verte, mais elle va venir aussi un peu toucher les zones framboises et violettes. Parce que on va en parler après, on va parler de produits comme des assurances vie, des PER, en fait des placements qui sont où l'argent va être sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas le sortir, c'est pas du tout le cas. On peut évidemment toucher à son argent dans des placements comme les assurances vie et les PER, mais c'est pour une vision plus long terme. Donc dedans, quand on parle d'assurance vie ou de PER, et c'est Thomas qui va en parler bien mieux que moi, on va justement avoir aussi des placements qui peuvent être des actions, de l'immobilier. Donc dans cette catégorie-là, ça peut aussi être plus large. Mais voilà, vous avez aussi dans l'immobilier peut-être un propre crédit immobilier, des actions sur un PEA par exemple, un de vos comptes. Et tout en haut de cette pyramide, on a les investissements dits exotiques qui doivent être une petite partie de votre diversification si vous avez déjà attaqué les étapes en dessous. Et ça, c'est plutôt des placements à risque, mais des placements parfois passion, si vous y connaissez très bien dans un domaine en particulier. Ça peut être les montres, des baskets, des Lego, ce genre de choses, et d'autres produits plus complexes, bien plus complexes. Et pour justement un peu terminer sur cette partie-là, donc, comment épargner plus? Donc, je vous ai donné déjà des outils. Donc, la règle du 50-30-20 dans son concept. Ensuite, on a la répartition des dépenses, l'outil aussi objectif, notre pyramide de l'épargne. Donc là, c'est vraiment nous, on est là aussi pour établir la base de l'épargne. Donc,
Pensez bien à calculer et regarder vos dépenses actuelles et votre budget idéal pour votre épargne. Pensez aussi à programmer tous les premiers du mois, idéalement dès que vous touchez vos revenus, épargner, mettre tout de suite un virement en place pour votre épargne. Ne pas y toucher, ça c'est l'un des éléments importants. C'est parfois difficile, on a envie de revenir chercher un peu d'argent, on a besoin. Dans ces cas-là, il faut mieux revoir son objectif d'épargne et le baisser, mais pour que ce soit un objectif qui soit atteignable. Et idéalement, quand on arrive à le tenir plusieurs mois, on peut envisager de l'augmenter un petit peu au fil des mois aussi. Ça peut être des dizaines d'euros, mais progressivement, histoire que vous puissiez avoir justement cet objectif d'épargne qui augmente. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de parler de stratégie. Et pour ça, je vais laisser Thomas nous en parler. Merci Raphaël. D'ailleurs, si je peux faire un petit rebond sur ta slide d'avant, effectivement, l'épargne retraite, puisque Papizzi c'était un plan d'épargne retraite. L'épargne retraite, on le met dans l'épargne sécurité. Et souvent, on nous pose la question de dire, enfin, on nous dit souvent, oui, mais j'ai pas forcément les moyens de mettre de côté pour ma retraite. Et on répond souvent à cette question de dire, est-ce que vous avez vraiment les moyens de ne pas le faire? C'est ça l'impondérable budgétaire. Souvent, la retraite doit être considérée comme un vrai budget, un vrai besoin. Sinon, on va se retrouver à devoir multiplier les jobs à la fin, comme on le voit dans certains pays. Donc, je vais moi essayer d'aller vraiment concrètement sur les stratégies, puisque je suis là pour ça, et essayer de voir comment on peut se créer plus d'épargne sans forcément plus d'efforts. La première stratégie, qui est une stratégie qui peut être basique, qui peut être considérée comme classique en se disant, ben oui, bien sûr, évidemment, tout le monde peut y penser, mais c'est de démarrer tôt. Démarrer tôt avec des petits versements, c'est toujours mieux que d'attendre le lendemain. Comme disait ma mère, il faut toujours ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et je pense que ça marche bien sur l'épargne, qu'elle soit l'épargne retraite ou tout autre type d'épargne. Il faut démarrer, il ne faut pas attendre. Si vous attendez, vous n'irez jamais. Alors que vraiment, en commençant tôt, vous allez voir que c'est vraiment changeant et ça apporte vraiment des grandes différences par rapport à l'attente. Diversifier, investir avec objectif, on l'a dit un peu tout à l'heure, tu l'as déjà dit Raphaël, donc je ne vais pas trop y revenir. Mais effectivement, on est tout à fait d'accord avec Bankin sur ce point de dire il faut démarrer de l'épargne de précaution et ensuite passer sur d'autres types d'épargne. Il faut diversifier ses investissements, diversifier par objectif en disant qu'est-ce que je mets dans mon objectif retraite, qu'est-ce que je mets dans mon objectif de par exemple changer de maison dans 6 mois, qu'est-ce que je mets dans mon objectif de préparer les études de mes enfants. Et c'est comme ça qu'on va avoir la meilleure stratégie d'investissement. Et encore une fois, il faut le faire tôt, car ne rien faire, c'est faire un choix, comme je l'ai mis ici. Pour montrer l'exemple sur la slide suivante, on va voir que, merci Raphaël, on va voir deux exemples là-dessus qui sont assez parlants. On va voir Adèle à 28 ans et Paul à 47 ans. Si je prends Adèle qui a 28 ans et qui verse une épargne mensuelle de 50 euros par mois, là peu importe si c'est une épargne retraite ou une épargne classique, assurance vie ou n'importe quoi, elle aura épargné, là on a mis à 67 ans pour qu'on voit la durée quand même, donc ça serait plutôt sur de la retraite pour qu'on voit la durée qui fonctionne. Elle aurait épargné, elle aurait versé 23 000 euros sur son contrat, mais elle aurait un capital disponible de 148 000 euros. La différence, c'est bien sûr les intérêts, les performances qui sont établies là-dessus. Et on est sur un profil dynamique ici, à peu près 8% d'intérêt annuel. C'est ce qu'on fait plus, nous, sur Papizzi, sur les 5 dernières années. Et c'est pour donner une prévision à peu près réaliste. Si je prends Paul, qui attend, lui, qui ne verserait pas à 28 ans et qui attend ses 47 ans, il devrait verser 250 000 euros pour atteindre à peu près le même montant, mais un peu moins, d'ailleurs 142 000 euros par rapport à 148 000, comme on voit. Par contre, il aura versé 60 000 euros, lui, contrairement à Adèle qui a versé 23 000. Il n'aura que 82 000 euros d'intérêt qui se compose sur son capital. Alors, comment c'est possible? C'est justement ça, le principe des intérêts composés. C'est ça qui fait que l'argent appelle l'argent et que votre argent travaille pour vous sans rien faire. Donc, plus vous commencez tôt, plus vous avez la durée devant vous et plus ça vous permet de voir votre capital fluctuer et grandir sans forcément vous avoir d'efforts.
Sur la stratégie 2, donc la stratégie 1, démarrer tôt. La stratégie 2, comme on a le temps et on investit sur d'une longue durée, là je parle encore effectivement de plan d'épargne retraite ou de plan ou même d'assurance vie qui peut être sur du très long terme. Comme j'ai le temps, n'hésitez pas à investir sur du risque. Parce que si j'investis sur du dynamique, je peux investir à des points d'entrée qui sont lissés. C'est-à-dire que si les marchés sont volatiles, la volatilité des marchés, c'est la fluctuation des marchés. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse en fonction de la bourse, peu importe le CAC 40 ou toute bourse internationale. On va souvent voir des fluctuations, des fois avec des cracks, des fois avec des montées. Et vous ne vous posez pas la question de vous dire comment est-ce que c'est un bon moment de rentrer, puisque vous rentrez tous les mois. En rentrant tous les mois sur un profil dynamique, vous allez faire un lissage de vos points d'entrée et donc du coup faire en sorte qu'il n'y a plus de problématique de timing d'entrée, il y a juste une problématique de durée et cette problématique de durée, si vous la respectez, vous aurez toujours gagné à la fin. Donc la volatilité, les fluctuations, c'est votre allié. Plus les marchés bougent, plus c'est bon pour vous. Ce qui est souvent le cas des marchés actions, hein, d'ailleurs. Effectivement, c'est un levier tout simple, mais qui a un effet boule de neige. Exactement. Chez Papizzi, pour rajouter un peu à cette sécurité, parce que du coup, on va parler de dynamisme et de risque, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que Papizzi a la particularité d'offrir une gestion pilotée à horizon. Alors, qu'est-ce qu'une gestion pilotée à horizon? C'est une gestion automatisée qui fait qu'en fait, vous n'avez pas à vous soucier de vous dire comment je gère, est-ce que les marchés sont bons, pas bons, est-ce que je dois changer de support. En fait, c'est automatique et c'est piloté jusqu'à votre retraite. Et ça va se sécuriser au fur et à mesure de votre âge. Plus vous vieillissez, plus vous approchez de votre retraite, plus votre capital sera sécurisé, sera mis sur des supports de moins en moins risqués. Donc, en gros, on va dire que la gestion pilotée associée au versement régulier sur un profil à risque fait que vous gagnez sur tous les tableaux. Vous gagnez sur la performance des profils dynamiques. Vous gagnez en rentrant de manière pondérée, donc de manière ponctuelle sur les marchés, et vous gagnez en sécurisant au fur et à mesure de votre âge votre capital, parce que plus je vieillis, plus il faut que mon capital soit sécurisé pour que quand je parte à la retraite, je puisse bien évidemment en profiter et m'éclater à la retraite et pas subir des fluctuations de marché à ce moment-là. En concret, on va voir que par exemple sur un profil dynamique ou un profil plus prudent, plus sécuritaire, on va voir que Adèle, toujours 28 ans, si elle épargne 100 euros par mois sur un plan d'épargne retraite, à terme sur un profil dynamique, elle aurait 297 000 euros par rapport, donc, je veux dire, une rentabilité à peu près à 8%, ce qui est la rentabilité qu'on donne sur les profils dynamiques un peu partout. Sur un profil prudent, elle aurait 70 000 euros. On voit bien là l'effet du dynamique et des intérêts cumulés qui font une grosse différence de capital à terme. Hein. Donc vous êtes jeune, vous avez le temps. Vous êtes moins jeune, il faut plus sécuriser. La stratégie peut-être la plus efficiente sur le plan d'épargne retraite, c'est la stratégie fiscale. Là, pour poser un peu le débat, pour que tout le monde comprenne un peu de quoi on va parler, sachez qu'au-delà de 2200 euros de revenus nets mensuels par part fiscale, on a une tranche marginale d'impôt de 30%, et 75% des Français qui payent de l'impôt sont fiscalisés à cette tranche marginale d'impôt. On va donc voir dans cette stratégie comment l'avantage fiscal, parce que le PER est le seul placement d'épargne avec un risque maîtrisé, on va dire, qui permet de défiscaliser. Donc c'est un avantage fiscal qui est considérable et qui permet quand même, vous allez le voir, d'avoir un effet de levier très fort sur son épargne. Et on va voir dans les slides suivantes comment on s'en sert et comment on peut utiliser cet effet de levier pour créer de l'épargne complémentaire sans pour autant avoir un effort budgétaire. Donc là, je reprends toujours le même exemple pour qu'on ait toujours le même fil d'Adèle qui a 28 ans et qui, elle, fiscalisée à une tranche marginale de 30%, donc elle gagne plus de 26 000 euros par an net. Elle investit 100 euros par mois sur un profil dynamique, sur son PER. Elle aura épargné à la retraite 47 000, elle aura versé à la retraite 47 000 euros et elle aura en disponibilité 297 000 euros de capital au moment où elle va partir à la retraite pour pouvoir compléter son niveau de vie. Ça, c'est la version où même si elle déduit, je veux dire, sur les 100 euros qu'elle verse, elle aura à peu près 30 euros, vous l'avez compris, d'économie d'impôt. On va voir le point 2, si elle réinvestit cette économie d'impôt. Donc, si elle a une possibilité de verser 100 euros par mois, sa capacité d'épargne est de 100 euros par mois net. Ça veut dire que
si je prends une fiscalité à 30%, si elle verse 150 euros par mois, ça fera toujours 100 euros net, 105 euros exactement. D'accord? C'est la différence. Donc, du coup, si je verse 150, j'ai toujours le même effort d'épargne de 100 euros par mois. Sauf que 150 euros par mois va faire une grosse différence puisque j'aurai 445 000 à la retraite et non plus 297 000. Donc, j'ai vraiment une différence très nette qui fait que comme je réinvestis mon économie d'impôt tous les mois sur mon PER, et ben, je profite de cet effet de levier qui va me servir à terme sans pour autant changer mon effort d'épargne puisque mon effort d'épargne était bien de 100 euros par mois et je le respectais. Je suis passé à 105, pardon. J'ai augmenté 5 euros. En fait, ce que tu dis, Thomas, c'est vrai que c'est pas souvent la chose à laquelle on pense quand on ouvre un PER. On se dit, bon, bah, on va avoir une déduction fiscale, mais en fait, de la réinvestir automatiquement, c'est ça qui fait qu'en plus, on va bénéficier des effets des intérêts composés. On voit bien l'énorme différence des versements. Si je mets 100 ou 150, on voit bien la grosse différence à la fin sur son capital. Et dans les versements, parce qu'on passe de 47 000 à 70 000, et au final, dans le capital disponible qui se rajoute de presque 150 000 au total. Donc, c'est quand même assez considérable de se dire que si j'ai un effort d'épargne de 100 euros, ben, si je réinvestis mon économie d'impôt, ben, en fait, elle va vraiment me bénéficier à terme. Et là, ça me fait écho en plus avec ce que tu disais au début, de commencer tôt et en fait, chaque petit montant épargné chaque mois, ça va jouer aussi, en fait. Enfin, ça fait. Exactement. C'est les trois stratégies qui se cumulent, qui font que, en fait, commencer tôt, investir en dynamique sur des profils de risque et sur des actions pour se permettre de jouer, de bénéficier de la fluctuation et de l'augmentation des marchés actions qui sont bien plus importants qu'une augmentation d'un fonds euro, par exemple, ou d'une obligation très sécuritaire. Et utiliser l'effet de levier fiscal qui est un vrai bonus du PER. Souvent, on nous dit, pour ceux qui connaissent un peu le produit, le plan d'épargne retraite, qu'à terme, tout ce qu'on aura déduit va être refiscalisé à terme. Oui, mais je préfère être fiscalisé sur 445 000 que fiscalisé sur 297. Donc, il y a un côté où je ne l'ai pas réutilisé et l'autre où je l'ai réinvesti, ce qui fait que je n'ai pas du tout le même capital à terme. Et je préfère une fiscalité peut-être qui ressortira à terme, mais j'aurai un montant bien plus important que je pourrais utiliser et qui fera que l'impôt n'est que proportionnel. Hein. L'impôt n'est pas, du coup, confiscatoire à ces niveaux-là. Souvent, on nous pose la question, voilà, c'est là-dessus qu'on finit, sur combien épargner pour la retraite. On va prendre l'exemple de Virginie, qui est salariée cadre et qui gagne 3 000 euros net par mois. À la retraite, on peut estimer que Virginie récupérera 30% de ses revenus par les régimes obligatoires et complémentaires, sur à peu près 900 euros. Pourquoi ce montant? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes salarié, je fais une petite parenthèse, encore un peu le temps, oui. Si vous êtes salarié aujourd'hui et que vous partez à la retraite, vous avez 64 ans minimum et que vous partez à la retraite aujourd'hui, 67 pour la plupart, vous aurez à peu près 50% de vos revenus, de vos 25 ans, des meilleurs revenus que vous avez fait en salarié. Sachez que ça dépend de la démographie, puisque c'est une retraite par répartition qui dépend du nombre d'actifs d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est les actifs d'aujourd'hui qui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc, quand vous cotisez sur vos bulletins de salaire, vous cotisez pas pour votre retraite personnelle, vous cotisez pour les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, en fait, le problème est un problème de démographie. Quand vous partirez à la retraite, combien il y aura d'actifs par rapport à d'inactifs? D'accord? Donc, sachez qu'en 2050, il y aura 1,2 actifs pour un inactif. Donc, en gros, le système, il ne fonctionne plus. Je ne peux plus payer la retraite des inactifs. Donc, ça, tous les grands spécialistes le savent, mais bien sûr, se taisent. Mais on sait tous que si on ne fait pas de retraite par capitalisation, si on ne fait pas sa propre retraite individuelle, en fait, on n'aura pas de retraite à terme. Donc là, j'ai mis 30% d'estimation, mais il y a même des estimations qui sont bien pires que 30%, d'accord? Qui sont de dire, vous aurez 1 000 euros grand max, et ça sera vraiment pour les plus petits revenus, et les autres auront sûrement moins. Donc du coup, j'ai pris une hypothèse qui est tout à fait médiane. Voilà. Donc Virginie, pour recomposer ce manque à gagner, elle doit aller chercher 2 100 euros de revenus complémentaires à terme pour maintenir son niveau de vie. Puisque l'objectif à la retraite, bien sûr, ce n'est pas de perdre un niveau de vie, mais c'est de le maintenir. Et quand on le voit là, comme tu l'as écrit, c'est choquant en fait. On se dit waouh, comment on va faire? C'est ça, ça fait beaucoup. Mais vous allez voir on va trouver des solutions qui vont être pas si horribles.
Donc, comment elle va faire pour récupérer ces 2100 euros? Si tu peux, voilà, merci beaucoup. On va voir que sur un plan d'épargne retraite, on peut estimer que le plan d'épargne retraite va participer à 30% de ce revenu complémentaire. Pourquoi que 30%? Parce que j'estime, comme on l'a dit tout à l'heure avec Raphaël, qu'il faut diversifier ses placements et que le plan d'épargne retraite ne doit pas être 100% du manque à gagner à terme sur une retraite. On va sûrement la recomposer par d'autres actifs comme de l'immobilier, de l'assurance vie, peut-être des valeurs d'entreprise, du private equity, d'autres actifs exotiques, on l'a vu peut-être, qui peuvent se rajouter à tout ça. Et qui vont recomposer son manque à gagner à la retraite. Donc, du coup, on voit souvent que le plan d'épargne retraite, qui est le vrai produit à destination de la retraite, il va recomposer à hauteur de 30% ce manque à gagner. Donc, si je prends 30% de 2100, ça nous fait 630 euros. Comment je vais récupérer ces 630 euros? En fait, Virginie, elle va devoir faire un effort d'épargne de 210 euros. On va voir que l'État, grâce à l'économie d'impôt qu'on a vu tout à l'heure de 30%, va participer à hauteur de 210 euros à cette réduction fiscale. Et Papizzi, grâce aux intérêts générés, va recomposer 210 euros de placement. C'est un peu à la grosse ce qu'on a fait là, c'est un peu, d'accord. Il ne faut pas prendre ces chiffres-là comme des chiffres vraiment à 100% justes, mais ça vous donne une idée de comment on va pouvoir dissocier cette recomposition de besoins à terme. Et c'est par ces trois effets-là, donc comme on revient sur les trois stratégies qu'on a mis, en démarrant tôt, en utilisant des actions et donc des placements un peu plus à risque, un peu plus investis, et en utilisant l'effet de levier fiscal. Tout ça, ça nous permet en fait de limiter son effort d'épargne et de recomposer le manque à gagner qui va être important à terme. Et là, en plus, Thomas, tu évoques la participation du PER au sein de la retraite, mais il y a encore, comme tu l'as mis sur l'exemple là de Virginie, par exemple, il y a encore un gros montant aussi à aller chercher, donc d'où l'importance de diversifier aussi. Mais ouais, moi, je suis un peu, avec cet exercice-là, quand tu me l'avais présenté la première fois, j'étais un peu choquée aussi de voir les chiffres avec une réalité, alors que souvent, c'est ça, en fait, la retraite, on dit, bon, c'est dans longtemps, on n'y est pas encore. Mais quand tu prends conscience qu'en fait, va falloir que tu trouves des manières de te rémunérer, effectivement, et là, c'en est une très bien illustrée, je trouve. On a une petite bouche quand même qui coule, hein. Ouais, mais bon, c'est pas. J'ai vu sur le chat Emmanuel qui disait j'ai dépassé les 28 ans. Alors, sois rassuré, moi aussi, Emmanuel, j'ai largement dépassé les 28 ans. Mais en fait, effectivement, il faut commencer à verser tout de suite. Parce que si on attend toujours de reverser, on attend toujours les années futures, ça va être c'est malheureusement de pire en pire. Donc, il faut démarrer immédiatement, peu importe son âge, essayer de répartir ses revenus et de les mettre sur des vrais produits de tunnel, ce qu'on appelle. C'est-à-dire de se dire, voilà, si je mets un produit sur l'épargne retraite, le PER est un bon produit là-dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, par exemple, il faut pas y toucher. Mais oui, le PER, on va pas pouvoir y toucher sauf en cas de coup dur ou pour l'achat de sa résidence principale qui permet de le débloquer. Mais l'idée, c'est bien de ne pas y toucher. Et c'est pour ça qu'il est fait pour être bloqué jusqu'à sa retraite. Si je le touchais avant, sûrement que je le débloquerais et que je l'utiliserais pour d'autres choses que sa retraite. Et donc, à la retraite, j'aurai un autre problème, c'est que je serai plus assez à terme. On pourra peut-être parler après, dans la période questions-réponses, des cas de déblocage, un peu plus du PER. Il y a eu une question aussi sur les types d'investissements qui étaient faits. Tu voudras bien revenir dessus après? Bien sûr, bien sûr. Ok, cool. On a créé un plan d'épargne retraite personnalisable et éco-responsable. Donc, la particularité de Papizzi, c'est que vous pouvez choisir la thématique, donc les collections, on appelle ça chez Papizzi des collections, la collection que vous souhaitez soutenir en premier. Eau, planète, énergie, humain. Et vous pouvez cumuler ces collections. Donc, on peut choisir les 4, 3 sur 4, 2 sur 4, 1 sur 4 par an. On fait ce qu'on veut. Et ça va composer votre plan d'épargne retraite personnalisé. Ce qui fait qu'en fait, je peux choisir une thématique qui, en plus, va me bénéficier, va être en plus dans un plan de gestion piloté, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va se sécuriser au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est le seul plan d'épargne retraite en gestion pilotée et co-responsable du marché. Donc, c'est le seul qui permet de faire ça. Et c'est une force puisqu'on a créé ce produit de toutes pièces avec notre assureur Groupama Gandhi pour nous permettre de pouvoir proposer cette solution qui soit à la fois éco-responsable et à la fois performante puisqu'il ne faut pas dissocier les deux. Je peux tout à fait investir sur des projets durables et avoir de la perf. C'est exactement ce qu'on pense chez Papizzi. C'est que là où se trouve la croissance de demain,
c'est là où on va devoir aller sur des entreprises plus vertueuses. Donc c'est ça, Papizzi, le côté sécurisé, vous l'avez compris, c'est la gestion pilotée qui est sécurisée au fur et à mesure du temps. Le côté performance, ce sont les performances de Papizzi qu'on affiche en toute transparence et que vous pouvez retrouver sur le site et qui sont loin d'être négligeables. Et le côté après personnalisable, c'est le côté vraiment et thématique, le côté co-responsable, c'est ce que je viens de vous expliquer. Parce que pour être bien sûr que tout le monde l'ait en tête, c'est déplacement du coup 100% responsable, hein, c'est ça. Exactement. Dans le PER Papizzi. Ouais. Je vois d'ailleurs une différence qu'on me demande avec Goodvest. Goodvest est un plan d'épargne retraite qui a été lancé post-Papizzi et qui est un plan d'épargne retraite qui est très bien, hein, d'ailleurs, qui est sur aussi plutôt sur les accords de Paris, avec des entreprises voilà, très responsables et durables également, sauf qu'en fait, il n'est pas en gestion pilotée. Donc, vous n'aurez jamais la gestion automatisée vis-à-vis de votre âge. Ça, il n'y a que Papizzi qui me propose une gestion pilotée et co-responsable. Donc, Goodvest va vous proposer une gestion sur mandat, une gestion recommandée. Je sais que les termes sont un peu, des fois, on les confond un peu, c'est normal. Et quelquefois, c'est volontaire. Mais la gestion pilotée à horizon et co-responsable, il n'y a que Papizzi qui va pouvoir vous la proposer. Pour être non, Nalo ne le fait pas non plus. Non. Sur cette gestion pilotée à horizon, tu veux bien nous la refaire encore une fois pour être sûr que ce soit clair, comme c'est assez différent des gestions pilotées tout court? Oui, une gestion pilotée à horizon, c'est une gestion qui est réglementaire. C'est la gestion par défaut qui a été demandée par l'État quand ils ont créé le plan d'épargne retraite, en disant vous devez impérativement proposer une gestion pilotée quoi qu'il arrive. Donc tout le monde propose une gestion pilotée, mais les gestions pilotées des compagnies d'assurance qui sont des gestions pilotées très classiques et très basiques qui sont proposées par toutes les compagnies d'assurance. Nous, on a créé une gestion pilotée éco-responsable avec des fonds éco-responsables, avec une base, un socle et des fonds thématiques qui viennent se rajouter. Ces fonds thématiques, on va les choisir en fonction du profil de risque qu'on va vouloir mettre et de ce qu'on veut soutenir comme cause, comme je vous l'ai dit, sur les 4 possibilités, eau, planète, énergie et humain, qu'on va pouvoir cumuler. Et c'est ça qui va créer votre plan d'épargne retraite personnalisé. Et à partir de là, en fonction de votre âge, vous aurez un degré de risque qui diminuera d'année en année jusqu'au moment de partir à la retraite, qui fera que votre capital sera à ce moment-là, pas totalement, mais on va dire à 98% sécurisé et capital garanti, et le reste va être sur des obligations, donc sur des fonds très très sécuritaires aussi. Oui, c'est ça que j'allais te demander quand on parle d'investissement sécurisé. Derrière, il s'agit de quoi en fait pour que les gens comprennent, pour ceux qui sont moins familiers? Investissement sécurisé, c'est une grosse partie sur du fonds euro, fonds en capital garanti. Donc c'est le fonds de la compagnie d'assurance, c'est nous Groupama Ganvi, donc qui est quand même pas une petite compagnie comme. Ça rassure aussi, ouais. C'est ce qu'on appelle un risque systémique. Hein. Si Groupama s'effondre, ça veut dire que le système s'effondre. Donc normalement, on est plutôt sécurisé là-dessus. Donc on va avoir une grosse partie, à peu près 80% sur du fonds euro capital garanti, et le reste va être mis sur des obligations d'entreprise, mais des obligations d'entreprise très sécuritaires, pas des obligations ce qu'on appelle high yield, donc des opérations à risque, mais des obligations sécuritaires avec un niveau de risque sur une échelle de 1 à 5 inférieur à 2. Donc on va être quand même sur du capital full garanti, parce que quand vous avez 80% de fonds euros et le reste sur des obligations, en fait, on ne peut pas l'écrire de manière écrite sur les documents, mais vous pouvez pas perdre en capital. C'est impossible en fait. Il y a des ETF. La réponse est non sur cette partie-là. Il n'y a pas d'ETF parce que Papizzi est un PER de conviction. Et donc, un PER de conviction, il faut pouvoir soutenir des causes. Et les causes, en fait, il faut ce qu'on appelle de la gestion dynamique, de la gestion alpha. Et donc, il faut des gérants qui choisissent ces entreprises et comment. Si je prends des ETF, les ETF sur la partie responsable et durable, ce sont des trackers de fonds existants. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais le miroir de ce que j'avais créé. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt. Et parce que. Vas-y, finis ta phrase. Non, je dis autant prendre le vrai que prendre la copie. C'est parce que là, comme les ETF sont souvent effectivement des groupes, enfin, ça va analyser une tendance de marché et sur une tendance globale. C'est ça, vous préférez avoir la vision en direct? Enfin, en fait, un ETF est un tracker d'indice. Donc, un tracker d'indice, c'est quelque chose qui va suivre un indice. Par exemple, le CAC 40.
Donc, je vais avoir un tracker, un ETF du CAC 40, ça va être un tracker qui va suivre les 40 entreprises du CAC 40 et suivre à peu près les performances, donc avec un léger différentiel d'écart et un léger différentiel de frais. Si je prends l'eau, par exemple, chez Papizzi, est-ce qu'il y a aujourd'hui un tracker indiciel sur l'eau? Alors, jusqu'à il y a pas très longtemps, non. Quand on a créé Papizzi, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Mais c'est quoi ce tracker? Il est composé en fait des fonds, des meilleurs fonds du marché qui sont investis sur l'eau. Donc, c'est comme si je prenais une copie du meilleur fonds du marché, qui est le mien, qu'on a choisi sur Papizzi. Et c'est comme si je prenais une copie de ce fonds-là pour leur rajouter des frais. Donc, moi, je préfère avoir le vrai. Je préfère discuter avec les gérants, voir comment ils investissent, quelles entreprises ils choisissent. Je veux voir qu'est-ce qui sort de leur périmètre. Je veux voir comment, voilà, je veux pouvoir être acteur à leur côté et suivre leurs choix et leur sortie de fonds et d'entreprises et pouvoir avoir cette vraie conviction. Voilà. Je pense que dans tout ce qui est fonds à impact, il faut de la conviction. Et la conviction, ça doit être je ne peux pas avoir d'ETF qui sont des trackers. Ok. Il y a pas mal de questions qui sont tombées là, c'est chouette. Il y en avait une notamment sur les coûts du PER. Est-ce qu'il y a un coût à transférer? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs PER? Est-ce que si on change de profil, est-ce qu'on perd les avantages liés à l'ancienneté? Et également les coûts de sortie du PER. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Ouais, les coûts de sortie, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure en expliquant sur la fiscalité. Quand vous prenez un PER, vous avez le choix de déduire ou non les versements de votre impôt. Et évidemment, là, dans les exemples qu'on prend et dans les avantages et stratégies qu'on met en avant, on met en avant la fiscalité. Mais on n'est pas obligé d'opter pour la déduction fiscale. Hein. Et sachez qu'on peut d'ailleurs le changer presque chaque année si on le souhaite. Si on choisit l'option fiscale, c'est-à-dire que si on choisit de déduire ses versements de son revenu imposable et bénéficier de cet avantage fiscal à la tranche marginale d'impôt, vous l'aurez compris, qui est vraiment intéressant dès qu'on est à 30% de tranche marginale, donc dès qu'on dépasse 26 000 euros de revenus net annuels, pour vous rappeler, à la sortie, vous serez fiscalisé sur le capital que vous aurez accumulé et il sera fiscalisé à cette même tranche d'impôt. Sauf que très souvent, quand on parle à la retraite, la première chose, c'est qu'on n'a pas la même fiscalité. Donc, quand je déduis aujourd'hui à une tranche marginale de 30%, j'aurai probablement pas la même fiscalité à la sortie. Je serai peut-être à une tranche marginale plus basse. Mais même si je suis à une tranche marginale identique, d'accord, même si j'ai le même niveau de revenus à terme, j'aurai, comme je réinvestis les intérêts comme j'ai réinvesti l'effort d'épargne pendant la déduction fiscale, je le réinvestis sur mes versements réguliers, j'aurai un capital beaucoup plus gros. Donc, même si je suis fiscalisé à terme, j'ai de toute façon généré plus de capital à terme que si j'avais pas réinvesti. Donc, en fait, effectivement, si je n'utilise pas cette stratégie de réinvestissement de mon gain fiscal, je vais avoir ce que j'ai gagné aujourd'hui, je peux considérer que je le perds demain. Et encore que, je vais mettre une parenthèse, ça, pour moi, quand on me donne un avantage fiscal aujourd'hui, je le prends. D'accord? Je n'attends pas de dire, oui, mais demain, ça sera peut-être différent. Moi, j'ai toujours eu comme réflexion patrimoniale et pour tous les clients que j'ai eu de dire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, on me donne une déduction fiscale, je la prends. Je verrai à la sortie si j'ai gagné ou pas gagné. Mais en tout cas, si je la prends pas et si j'ai rien fait, c'est sûr que je le saurai jamais. Donc ça, c'est la première base. Deuxièmement, on l'a vu qu'on peut avoir une réduction de la tranche marginale d'impôt. Et troisièmement, si je la réinvestis, on voit bien que je sors avec beaucoup plus de capital et donc j'ai eu bien intérêt à le faire. Alors, je vais peut-être. Après, j'essaierai de répondre à toutes. Je sais pas si on a le chat qui reste après, qui restera si on n'a plus le temps pour répondre à quelques questions. Oui, je vais m'occuper de récupérer les questions et puis de toute façon, effectivement, on répondra aussi aux gens. La fiscalisation du PER à la sortie et sur le comptable d'inversement. En fait, elle est sur le capital, la fiscalisation du PER par rapport à ce qu'on a déduit. Donc, si j'ai choisi de déduire à l'entrée, je serai fiscalisé à la sortie sur mon capital et les intérêts sont fiscalisés à la flat tax. Et ça, c'est partout dans tous les placements, que ce soit le PER, l'assurance vie, ce que vous voulez. On a la flat tax qui s'applique avec une petite particularité sur l'assurance vie en fonction des durées de détention et du montant qu'on a versé. Mais sinon, c'est partout pareil sur tous les types de placements. Et encore une fois, si j'ai pas déduit à l'entrée, je serai pas fiscalisé à la sortie. Donc, ça dépend de votre fiscalité. Il faut regarder la fiscalité que vous avez et les moments en disant si je suis à une tranche marginale qui est inférieure à 30%,
n'optez pas pour la fiscalité ne déduisez pas à votre impôt. Et dès que vous dépassez cette tranche à 30, déduisez-la pour profiter de l'économie d'impôt que vous réinvestissez. Alors on demande... La taxe à 30, oui, aujourd'hui, peut-être à 33 demain. Sur la loi de finances. Comme il est 19h15, on avait prévu pour que les gens puissent aussi après se libérer. Ce que je te propose, c'est qu'on présente l'offre qu'on a prévue exclusivement pour ce webinaire. Et après, comme ça, on pourra avoir les dernières petites questions. Et si les gens ont des contraintes comme ça, on pourra en libérer certains. Ça te va, Thomas ? Très bien. Comme ça, tu as le temps de regarder encore les questions. Vous pouvez transférer, Romain, vous pouvez transférer sans aucun problème, on s'occupe de tout. Pour Rémi, est-ce qu'on conseille de verser 100 €? À nouveau, attention, ça dépend de votre capacité d'épargne. On ne va pas inciter les gens à mettre plus si dans votre épargne, donc dans votre répartition des dépenses, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire. Donc, regardez un peu votre capacité d'épargne, regardez votre diversification d'épargne. Il y a des situations aussi si on est en famille, si on a des gens qui sont dépendants, si on a, selon votre situation, combien vous pouvez épargner au global et du coup combien vous pouvez mettre pour chacun de vos placements. Est-ce que l'épargne de précaution est déjà complétée ou pas? Donc tout ça va rentrer. Peu importe les montants que vous versez, 50, 100, 200, plus, 900, Vincent, avec plaisir. Vous verrez qu'en fait, c'est ça qui va faire que ça va générer des petits. Et ça fait beaucoup plus que l'offre offerte. Non, mais c'est bien d'essayer. Bah super. Je pense que on arrive au bout. On a gardé quasiment la totalité des personnes qui étaient là, donc c'est canon. On a plus d'une centaine de personnes qui ont assisté au live. Il va y en avoir pas mal aussi dans le replay. Il y avait 530 inscrits, donc il y a du monde qui va le regarder en replay, j'en suis certaine. En tout cas, on va récupérer toutes les questions aussi qu'il y a eu dans le chat. Comme ça, on va pouvoir retrouver un petit peu les différentes questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un article aussi à l'issue de ce webinaire pour redonner les différents éléments qui ont été repassés dans le webinaire. Et comme je vous l'ai dit, dans le mail du replay, vous aurez le lien du replay et le lien vers un petit questionnaire. Donc, vous pouvez aussi y laisser une question et avec votre email, comme ça, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Voilà. Loïc, non, je vous répondrai, mais non, sur le sujet précédent, en fait, ça dépend de votre fiscalité. Si vous êtes une fiscalité en dessous de 30% de tranche marginale d'impôt, si vous gagnez moins de 26 000 € par part, donc si vous êtes tout seul et que vous gagnez moins de 26 000 €, il vaut mieux pas opter pour la déduction fiscale du PER. Par contre, si vous gagnez plus, il vaut mieux opter pour la déduction fiscale du PER, mais réinjecter l'économie d'impôt que vous avez dans votre versement de manière à vraiment optimiser votre stratégie à terme. Mais comme le dit Raphaël, on essaiera de répondre à tous les points, post-webinaire avec plaisir. Vous avez vu que ce sont des sujets qui nous passionnent à tous deux, donc du coup, ce sera avec plaisir pour vous répondre à tous. Bah super, bah merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que les différentes personnes qui étaient là aujourd'hui ont profité, ont appris des choses. C'était le but en tout cas et vous aurez l'occasion de nous le dire aussi dans le questionnaire. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.